ans suite à une demande des étudiants et étudiantes, et je crois que c'est une très bonne chose. Donc, tous les ans, on répond à vos questions. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions soit dans le chat, soit en ligne, comme vous le souhaitez. Pour le bon déroulement, n'oubliez pas de fermer vos micros quand vous ne parlez pas. Ça évitera les bruits parasites. Et je m'arrête là pour laisser la parole à Daniele. Donc, on aura d'abord Daniele qui fera une présentation générale. Ensuite, ce que je propose, c'est que de façon très brève, nos 4 témoins racontent un peu leur parcours et ce qui les a menés à choisir entre master physique, master ingénierie physique et thèse ou pas thèse. Et puis ensuite, on passera aux questions et en fonction des questions, chacun répondra en fonction, encore une fois, du type de question et j'essaierai de modérer la discussion. Voilà, alors c'est parti. Daniele, c'est à toi. Voilà, donc pendant les prochaines 5 à 10 minutes, j'essaierai d'être très bref et de vous donner un aperçu du plan d'études en fait que vous allez rencontrer lors du master de physique à l'EPFL. Je vais donc essayer de passer en full screen. Oui. Dites-moi si vous voyez bien. S'il vous plaît, oui, le micro, merci. Voilà. Donc, le master de physique ou ingénieur physique à l'EPFL a une évolution de son plan d'études pendant les dernières années pour répondre aussi à l'évolution finalement de la physique et de la manière d'approcher la physique moderne. Mais commençons un petit peu par quelques considérations. Donc, vous savez bien que nous avons 2 types de masters, 2 filières, un master en physique, un master en ingénierie physique, l'un qui donne le titre de physicien et l'autre qui donne le titre d'ingénieur physicien. Ces 2 masters sont des masters qui existent depuis 2015 et les 2 sont à 120 crédits, donc 2 années pleines d'études. Mais depuis 2021, on a une nouvelle structure des masters que vous pouvez voir en aperçu ici. On a toujours une année, je dirais une première année plutôt académique ici, dans lequel on a 38 crédits à obtenir parmi les options, qu'elles soient les options pour les physiciens ou pour les ingénieurs. Ce qui distingue ces 2 types d'options, c'est que pour les ingénieurs, on doit avoir la majorité des crédits dans le domaine de la physique appliquée, donc 19 crédits. Et ensuite, on poursuit un petit peu comme vous l'avez déjà vu en 3e année, avec une journée de travaux pratiques. La différence, c'est que ces travaux pratiques de recherche se font dans un laboratoire de recherche de l'EPFL. Et puis, nous avons aussi, comme vous avez cette année, des crédits SHS, pour un total de 6 crédits. Lors de la deuxième année, on a, je dirais, pour les ingénieurs et pour les physiciens, 3 voies, 3 options, comme on le voit dans ce schéma. Si on prend l'ingénieur physicien, eh bien, la chose importante qui nous est aussi demandée par l'accréditation de notre titre au niveau international, c'est qu'il y ait une période d'immersion en entreprise pour les ingénieurs. Et donc, cette période d'immersion peut se faire premièrement lors d'un stage en entreprise. Vous voyez que ce stage vaut 30 crédits. Et si on n'a pas fait de stage, eh bien, il y aura l'opportunité d'avoir cette période d'immersion en entreprise lors du projet de master, comme vous le voyez ici. Dans quel cas on va opter pour un projet de master lorsque au 3e semestre, on aura opté pour un mineur, vous voyez ici, de 30 crédits, ou bien, et ça c'est la nouveauté
de votre volet, ou bien si on aura suivi un 3e semestre de cours ex cathedra qui donne l'opportunité d'élargir votre panorama de cours. Par exemple, avec plus de cours d'ingénieurs, vous savez que le nombre de cours hors section de physique est limité, on verra tout à l'heure comment, et ceci permet de pallier à ce manque d'offres éventuelles, manque ressenti d'offres en termes de cours d'ingénieurs. Pour les physiciens, l'équivalent du stage en entreprise est ce qu'on appelle le travail de spécialisation. Travail de spécialisation qui signifie que cela, c'est un petit peu l'antichambre du projet de master. Si vous voulez vous orienter plutôt sur la recherche, vous avez l'opportunité de passer déjà le 3e semestre de vos études dans un laboratoire de recherche, même théorique, naturellement, et sous la direction d'un professeur de ce laboratoire, vous aurez une combinaison de projets et de cours, ou bien qu'un projet, ça appartient, je dirais, à votre directeur du projet de spécialisation de décider comment ces 30 crédits seront acquis. Et puis, naturellement, aussi pour les physiciens, il y a la possibilité de suivre un mineur ou bien un 3e semestre avec des options de physique, donc suivre éventuellement pour les physiciens théoriciens plus de cours de théorie que ce qu'on a avec seulement 38 options. Ici, ce sont des schémas que vous pouvez retrouver aussi sur notre magnifique site web renouvelé, qui donne un petit peu de manière plus schématique comment choisir les cours. Vous avez ici, par exemple, pour la physique, premier MA1, premier semestre, les cours plus le projet, ce qu'on appelle Physics Project, mais qui sont les travaux pratiques en laboratoire TP4, le bloc de cours du MA2 avec le Physics Project, et puis ensuite, pour le MA3, le bloc de cours que vous voyez qui s'appelle 2A selon le plan d'études, ou bien le mineur, ou bien le projet, le travail de spécialisation. Et naturellement, tout ceci doit se terminer, c'est la dernière étape de votre master, avec un projet de master de 4 à 6 mois, selon que le master se fasse à l'intérieur de l'EPFL ou bien à l'extérieur. Le schéma correspondant pour Applied Physics, pour les ingénieurs, on retrouve le même schéma, mais avec une division naturellement, ce n'est pas strict, 19 et 19. On peut avoir 21 et 19 et 17, etc. Un total de 38 crédits avec le Physics Project et en 2e année, vous voyez que le panorama change parce que vous avez ici le fameux stage qui complète, au début de la 2e année. Encore une chose peut-être, si vous choisissez un mineur, c'est la même chose pour les étudiants qui choisissent un mineur en physique. Les 30 crédits de mineur, il ne faut pas les prendre nécessairement au 3e semestre, parce que vous avez le choix uniquement sur les cours d'automne. Il vaut mieux les distribuer sur les 3 semestres, ici MA1, MA2 et MA3. Ceci est tiré de nouveau du site web que nous avons renouvelé. Si vous voulez voir un petit peu quels sont les contenus des cours, nous avons ces schémas interactifs dans lesquels vous n'avez qu'à cliquer ici sur les différents cours et vous tombez directement sur la fiche de cours, donc sur les contenus. Pour ceci, je vous invite à retrouver cela sur le... je vais sortir du laser. Tac. Et maintenant, hop. C'est ce que vous voyez, mon écran ou pas?
Oui. OK, donc vous avez ici le site de la section de physique. Il y a eu un grand travail pour le renouveler. Et là, vous allez directement sur le master de physique. Vous retrouvez les schémas que je viens de vous présenter. Et puis ici, On a le vous même. avez… En fait, oui, on voit les C'est pas slides. actif, hein. Vous voyez les slides? Ah oui, oui, oui. Non, alors attendez, je dois sortir stop sharing. C'est ce que je craignais, que ça ne soit pas aussi immédiat. Là, je pense que c'est bon, hein? Oui. Voilà. Donc là, vous êtes sur le site master de la section. Vous allez sur master de physique. Et là, vous avez les plans détaillés Master Study Plan en PDF, les schémas que je viens de vous présenter. Et pour donner un exemple, vous avez ici, de manière schématisée, les 5 grands domaines qui guident, qui appartiennent à la physique moderne, répartis ici, et la physique surtout qui se fait à l'EPFL. Il n'y a pas d'obligation de suivre entièrement une filière. Vous pouvez naturellement panacher entre des cours d'astrophysique et des cours de plasma, mais c'est plutôt pour présenter la cohérence d'un certain programme. Et ensuite, si vous voulez voir le contenu de astrophysique, eh bien, vous n'allez qu'à cliquer sur la partie interactive et vous tombez là-dessus. Nicolas, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, si tu peux revenir juste avant sur la liste de cours. Ici? Voilà. Donc, ces domaines, en fait, sont vraiment les gros domaines, les grands domaines de la recherche qui est faite à l'Institut de physique. Comme vous savez, à l'EPFL, on ne fonctionne pas en département comme aux États-Unis ou à l'ETH. Donc, section et recherche sont séparées. On a essayé, en fait, de rapprocher les deux en faisant apparaître les cours qui étaient liés, encore une fois, au domaine de recherche de l'Institut de physique, c'est-à-dire des laboratoires qui sont derrière, en fait, ces cours. Et les enseignants que vous avez sont, en fait, des chercheurs qui sont dans ces domaines. Et je voudrais attirer l'attention notamment sur un domaine qui est, comme vous le savez, en ce moment en pleine effervescence, en plein développement, c'est la partie Quantum Science and Technology. Et vous voyez qu'on a une offre de cours maintenant qui est très complète. D'une part parce que les collègues ont fait un effort pour augmenter l'offre de cours, mais aussi parce que nous avons recruté de nouveaux professeurs dans ces domaines, et notamment des personnalités comme Giuseppe Carleo ou d'autres qui vont bientôt arriver. Et je crois que là, c'est une chance à la physique et en ingénierie physique et en physique d'approfondir ses connaissances dans ce domaine-là. Les autres domaines ne sont pas en reste. On retrouve la partie High Energy Physics avec Riccardo Ratazzi, qui est célèbre aussi dans ce domaine et qui anime de façon très efficace ce domaine. Et comme vous pouvez le voir, on a un équilibre assez, pas trop mauvais, je dirais, entre les différents domaines. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la partie QST. Merci. Merci Nicolas pour ces précisions qui sont très utiles. Donc ça, c'était juste pour la présentation du site et comment pouvoir l'utiliser à votre avantage. Je reviens sur ma présentation. Et pour vous donner encore, pour terminer ma présentation, sur quelques règles. Alors, nous avons des règles assez complexes, donc nous sommes là aussi pour vous donner des précisions. Là, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais dans le choix des fameux 38 crédits académiques, vous avez encore la possibilité de panacher entre les cours à option physique et des cours offerts par d'autres sections, comme les sections de mathématiques et chimie. On appelle ces cours option FSB, et ensuite, il y a une liste de cours agréés hors faculté, c'est-à-dire des cours essentiellement des facultés d'ingénieurs. Si je vais sur cette liste, mais c'est un link, je vais changer.
Voilà, je pense que vous voyez maintenant cette liste des cours agréés. Vous voyez que ce sont des cours, dans chaque section, il y a une série de cours qui sont considérés comme des cours pertinents pour la formation de physiciens. Je les laisse juste défiler comme ça. Et donc, ces cours peuvent rentrer dans ce fameux panier. Alors, ce panier, maintenant, ça vient d'être modifié. C'est une nouveauté qui date de hier, puisqu'on a eu le conseil de section hier. Et on a modifié un petit peu la manière dont ces crédits pouvaient être répartis. Vous voyez que maintenant, les cours agréés FSB et des cours à option autres facultés forment un maximum de 18 crédits. Donc, finalement, vous avez un maximum de 18 crédits qui peuvent être pris hors du plan d'études SPH avec certaines règles. En particulier, vous avez encore la possibilité de proposer à la section des cours d'autres facultés jusqu'à un maximum de 6 crédits, mais ces cours doivent être approuvés par la direction. 38 crédits, ça ne fait pas 60. Il y a encore 22 crédits qui seront obtenus avec le Physics Project, 8 crédits par semestre, et le projet SHS, 6 crédits. Ensuite, pour la deuxième partie du master, c'est très facile parce que ça fait 2 blocs de 30 crédits, soit pour le stage travail de spécialisation ou mineur, soit pour le projet de master. 30 crédits de nouveau. Encore quelques règles qu'il vaut bien répéter. Donc, premièrement, pour le Physics Project, en principe, Physics Project du TP4 s'effectue dans un laboratoire de la section de physique. Si vous choisissez un laboratoire extérieur, vous devez l'annoncer à la section et la section doit valider. Ensuite, si on passe au projet de master, comme je disais, j'ai déjà mentionné avant, ce projet de master a une durée officielle de 17 semaines ou 25 semaines, pas des durées intermédiaires. 17 semaines est pour les projets de master qui se font dans un laboratoire de la section, 25 semaines hors EPFL. La réussite est de 30 crédits et toujours un projet de master est placé sur la responsabilité d'un professeur ou MER affilié à la section de physique. Si vous partez à l'étranger, dans des universités prestigieuses comme Harvard, MIT ou Oxford, vous aurez évidemment un superviseur sur place, mais ce superviseur ne peut pas être le superviseur principal de votre master. Ça doit toujours être un professeur de l'EPFL qui garantit que la note qui sera donnée, parce qu'un projet de master est l'objet d'une note, que cette note sera faite selon les critères, sera donnée selon les critères de la section. Travail de spécialisation aussi, toujours sous la supervision d'un professeur de la section. Il n'y a pas de note finale, mais toujours 30 crédits, acquis ou pas acquis. Et puis, avec ça, j'ai terminé avec la présentation et puis c'est à vous de commencer votre carrière en master. Merci beaucoup, Daniel. Et peut-être avant de passer la parole à nos témoins, juste un mot sur aussi la structure des cours. Donc, vous avez vu, il y a 3 semestres, vous pouvez avoir 3 semestres de cours. Donc, la nouveauté, c'est ce 3e semestre de cours. Nous en avons parlé hier dans le conseil de la section. Et certains enseignants-enseignantes nous ont dit que des étudiants-étudiantes s'étaient inscrits, donc en première année, s'étaient inscrits à ces cours. Et ces cours sont des cours avancés en MA3. Donc, on va essayer de le préciser sur la fiche de cours. Mais il faudra bien faire attention. On va essayer d'être plus explicite aussi sur le site web. Les cours MA3 sont des cours avancés qui font suite en fait à des cours que vous auriez pris en première année. L'idée, c'est d'avoir une progression graduelle et d'aller de plus en plus
au fond des choses de façon à faire une transition soit vers la R&D, soit vers la recherche. Donc, on va essayer de communiquer ceci un peu mieux, mais je tenais à le préciser. Donc, peut-être rapidement, pour avoir déjà une présentation de nos invités, on va commencer par Gaël. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Gaëlle. Je suis actuellement en projet de master de physique ingénierie. Donc, je suis en projet de master parce que j'avais fait une rentrée un peu décalée. Du coup, je fais mon projet de master en entreprise parce que j'avais pris un mineur. Plus spécifiquement, je le fais dans une start-up de l'Innovation Park. Donc, comme mentionné avant, je fais un stage de 6 mois, 25 semaines, donc c'est un peu plus long que les projets de master en labo. Je ne sais pas, Nicolas, si tu voulais que j'explique maintenant déjà mon choix ou chacun se présente d'abord. Oui, ça pourrait être pas mal, juste rapidement. Ouais. J'allais poser la question, pourquoi ingénierie physique et pas physique? Avant cette question, je partirais d'abord sur mon cheminement de physique ou pas physique, parce qu'en troisième année, j'hésitais à rester en master de physique ou de faire le master en MTE. Et j'avais une grande hésitation et justement, j'avais été voir à l'époque notre conseiller d'études, c'était Nicolas Grandjean. Du coup, j'avais été demander conseil par rapport à cette orientation. Donc déjà, ça c'est un conseil que je donnerais à vous tous, c'est si vous hésitez, vous avez un conseiller d'études pour votre volet. J'ai été chercher, il me semble, Valérie pourra me corriger si jamais, mais c'est professeur Rolf Grüter, qui est là justement pour répondre à vos questions et vos hésitations. Donc, n'hésitez pas. Donc voilà, au final, j'avais choisi de rester en physique plutôt qu'MTE en me disant qu'MTE, c'est un peu plus des soft skills qui sont plus faciles à acquérir plus tard qu'en physique. Ensuite, ingénierie physique ou pas, je ne pense pas rester dans l'académique plus tard. Et je trouvais ça intéressant de faire le stage. Je pense actuellement, donc je suis en stage et je trouve que ça apporte beaucoup de choses. Mais donc à noter que ça ne veut pas dire, c'est pas parce que vous avez fait ingénierie physique que ça vous bloque l'accès au doctorat. Au contraire, j'ai plein d'amis qui ont fait ça, donc l'ingénierie physique n'est pas forcément synonyme de carrière en industrie après. Donc voilà, ça c'est à peu près tout pour ma part pour l'instant. Merci. Charles. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Charles, je suis aussi en projet de master, mais dans le master physique. Et donc, pour résumer, je commence par dire pourquoi j'ai fait physique et pas ingénierie, c'est ça? Je n'ai pas trop su. Alors, donc en fait, j'ai pas mal hésité moi aussi à rester en physique après le bachelor, et notamment parce que j'ai pas spécialement envie de bosser en R&D et l'académique ne m'a jamais trop tenté. Mais c'est plus par choix, par intérêt, je pense, pour les cours et pour notamment un domaine plutôt des physiques, des systèmes complexes et biophysique, donc l'un des domaines qui est présenté dans le tableau. C'est des cours que j'avais beaucoup aimé, enfin, j'ai aimé les cours de ce domaine en bachelor déjà, et donc j'avais voulu continuer, et ça impliquait de faire le master en physicien et pas ingénierie physique. Et j'ai complété ça par un mineur aussi en ingénierie financière, donc ce qui n'a pas forcément beaucoup de rapport au premier abord. Mais en fait, il se trouve qu'on peut faire beaucoup de liens parce que les cours en ingénierie financière sont vraiment très techniques, assez mathématiques. Et en fait, on est très proche de la statistique. Donc voilà, c'était assez intéressant justement de comparer les deux approches et ces deux parcours. Merci, on voit déjà la diversité de la physique. Hein, oui, justement, voilà. De toute façon, vous avez forcément fait le bon choix puisque vous êtes en bachelor de physique. Jennifer. Alors, bonsoir à toutes et tous. Moi, c'est Jennifer. Je suis doctorante à l'EPFL en astroparticules. Donc, j'ai fait aussi mon bachelor et mon master à l'EPFL. Et à la fin de mon bachelor, bon, j'en avais quand même bavé déjà pour arriver jusqu'à là. Et à ce moment-là, il fallait décider de déjà continuer en physique. Mais ça, c'était assez clair pour moi. Mais de choisir entre physique ingénierie et physique de base. Donc, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'hésitais beaucoup.
Je voyais plus, on va dire, les jobs futurs dans l'ingénierie, mais finalement, je me voyais aussi très bien faire un doctorat ou partir dans de la recherche ou pour plus tard. Donc finalement, je me suis dit, bon, en faisant le master de physique, on peut toujours prendre les cours de physique-ingénierie sans être obligé à faire un certain nombre de crédits. Donc, on a un petit peu plus de liberté. Et du coup, j'ai décidé de faire un master en physique. Et c'est là où aussi et on a pu choisir aussi un labo donc, pour les fameux Physics Project. Et c'est là aussi que j'ai beaucoup, on va dire, développé ma passion pour la physique des particules et ce qui m'a donné envie de continuer là-dedans. Et là, sans indiscrétion, vous visez une carrière académique ou est-ce que vous pensez, après, vous ne savez pas encore? Je ne sais pas encore. Je pense que je ne me vois pas trop dans l'académique. Je pense que je partirai plutôt dans la recherche. Très bien, merci. Donc, peut-être, je vous rappelle que ce qu'on entend par carrière académique, c'est en gros être prof dans une université en Suisse ou ailleurs. Après, s'ouvre la partie R&D qui peut se faire dans des centres de recherche comme le CSEM, où vous êtes finalement ingénieur de recherche et vous pouvez le faire soit dans des instituts publics ou semi-publics ou semi-privés ou des entreprises. Et puis après, vous pouvez être ingénieur, consultant. Donc, en fait, la panoplie est très large. Alors, je vous propose de passer directement aux questions, parce que je crois qu'à moins que Fingal soit arrivé, Valérie, je ne l'ai pas vu, hein, sauf s'il a changé de nom. Alors, normalement, Gaël a pu le joindre et il devrait arriver. Hein. C'est juste Gaël? Oui, exactement. Il n'avait pas eu le lien Zoom. Je viens de lui envoyer. J'en profite, j'avais juste encore une petite remarque parce que Jennifer parlait des TP4. Juste à mentionner que donc voilà, il y a maintenant ça s'appelle projet de physique à choisir, mais c'est pas forcément un choix fixe qu'on doit absolument suivre après par la suite. Il y a possibilité, si vous choisissez un labo, ça vous convient pas, de changer à la fin du semestre ou même après de faire votre projet de semestre dans un autre labo aussi. Bien sûr, c'est mieux si on arrive à se spécialiser dans un domaine, mais c'est pas fixé, quoi. Donc pas trop stresser sur le choix, se demander si c'est absolument le bon choix ou pas. Il y a possibilité de changer après. Alors, je vois qu'il y a une question dans le chat qui est la différence pour les choix des projets donc, de physique entre physique et ingénierie physique. Pour l'instant, en fait, il n'y a pas de différence. Ma recommandation quand même, si vous êtes en ingénierie physique, c'est d'aller dans des labos plutôt expérimentaux, au moins faire un semestre de travail expérimental. Maintenant, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez aussi, encore une fois, faire un projet de physique théorique avec Riccardo Ratazzi, par exemple. Mais si vous, encore une fois, essayez de... C'est toujours difficile, mais de vous projeter un peu, voilà, qu'est-ce qui vous manque comme au niveau de technicité pour un métier d'ingénieur. Je ne sais pas si quelqu'un veut rajouter quelque chose sur les TP4 et le choix des TP4 entre ingénierie physique et physique. Juste peut-être aussi une remarque. Comme vous avez dit, il n'y a pas d'obligation, je ne crois pas que ça va venir. Mais c'est vrai que c'est important d'essayer de se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie de faire après, même si ce n'est pas facile, hein, ça, je sais bien, mais c'est hyper important pour essayer d'orienter un petit peu quand même les cours, les projets, etc. dans ce sens. Parce que si on a très envie d'aller dans un domaine, mais qu'on n'a fait aucune des choses prérequises, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. Donc voilà, typiquement pour aller faire de la R&D en physique, il y a des chances que ce soit expérimental. Et c'est vrai que là, pour le coup, ne pas avoir fait d'expérimental, je pense que c'est un gros frein. Alors, je vois qu'il y a une question. Est-ce que le TP4, effectivement, n'est pas forcément expérimental? Il est libre, il peut être théorique sur les 2 semestres. Alors, pour quelqu'un qui a suivi un parcours EPFL, ce n'est pas trop grave parce que vous avez fait des TP, TP2, TP3, métrologie. Nous avons des étudiants et étudiantes de l'extérieur qui n'ont jamais fait de travaux expérimentaux. Et là, c'est une question, pour l'instant, on ne veut pas le rendre obligatoire, ce TP4 expérimental, mais c'est clair que dans notre formation, on peut se poser la question si on a un titre d'ingénieur sans avoir touché un boulon, ça peut être compliqué. Pour l'instant, c'est libre. Voilà, vous faites ce que vous voulez. J'aurais une petite question personnellement, parce que je suis fondamentalement encore très indécis, et j'aurais aimé savoir à quel point est-ce que c'est imaginable
durant la première année, donc ce qui est principalement des cours, de changer en fait entre physique et physique appliquée, parce que en fait les conditions sur le choix des cours sont pas très restrictives. Enfin, c'est un calcul avec les crédits et le classement des cours, mais en soi, enfin, même que enfin, physique appliquée étant un sous-ensemble, entre guillemets, en termes de choix de cours de physique de base, est-ce que c'est concevable de changer plus tard? Est-ce que c'est pas du tout dans le système? Parce que au vu du développement de l'année de cours, je ne sais pas si c'est possible de changer ou ce genre de choses. Alors, je laisse Daniele ou Valérie répondre. Oui, donc non, effectivement, il y a cette flexibilité. On peut changer, mais pas trop tard. Valérie pourra donner plus de précisions. En principe, on aimerait que au mois de décembre, là où nous trouvons maintenant, le choix soit fixé. Mais effectivement, il faut faire un choix au début et puis ensuite, il y a la possibilité de changer d'orientation entre ingénierie physique et physique. Oui, exactement. C'est la fin du premier semestre, donc décembre. C'est un gros travail administratif, en fait. C'est carrément un autre master, donc il y a beaucoup de travail derrière. C'est pour ça que c'est possible de le faire qu'à la fin du premier semestre, quand il n'y a pas encore trop de cours. D'accord, très bien, parfait, merci beaucoup. Alors, une autre question, est-ce que le mineur nécessite une certaine moyenne en termes de notes et quand faut-il annoncer le mineur que l'on veut faire? Non, alors en principe, les mineurs ne dépendent pas une note supérieure à un certain niveau. Il faut alors le mineur, une chose intéressante, c'est que le mineur est sous la juridiction de la section haute. Du moment que vous choisissez un mineur, supposons en maths, toute la discussion se fait avec la section de maths et non plus avec la section de physique. Donc, tout ce qui est termes pour poser les branches, etc., c'est décidé par la section haute. La seule chose que je peux ajouter, c'est que effectivement, il vaut mieux, si vous choisissez de faire un mineur, de distribuer les cours sur 3 semestres. Donc, il faudrait faire le choix d'un mineur au début de votre master. Une question, Daniele, sur ce que tu as présenté sur ton slide, la différence entre les 6 crédits maximum et les 18 crédits d'option qui incluent les cours regrets. Ouais, alors, j'essaie de revenir là-dessus. Donc, on a un panier de, disons, général de 18 crédits de cours hors section. Parmi ces cours, le choix de ces cours se fait parmi les cours de master de maths ou de chimie, ce sont les cours FSB, les cours de la liste agréée que je vous ai présentés, et éventuellement, mais pour un maximum de 6 crédits, des cours sur demande et sur autorisation de la section de physique. Il arrive que voilà, vous trouvez un nouveau cours, par exemple, de la section de microtechnique ou de sciences des matériaux qui vous paraît particulièrement intéressant pour votre formation. Vous vous adressez essentiellement au secrétariat ou à moi, et puis la section décide si ce cours est pertinent pour une formation de physicien, et dans ce cas-là, vous avez l'autorisation de l'inscrire parmi vos cours. Alors, ensuite, une question sur les projets de master. À ma connaissance, il n'y a pas de liste d'universités partenaires. On fait ça à peu près où l'on veut. Par contre, on ne fait pas ce que l'on veut. N'est-ce pas, Daniele? Oui. Alors, effectivement, il y a des collaborations avec d'autres universités, mais je dis toujours aux étudiants, le projet de master, de nouveau, est sous la responsabilité d'un professeur de la section. Donc, la bonne manière de faire, le good practice, c'est d'aller voir un enseignant que vous connaissez et qui travaille dans sa recherche dans le domaine qui vous intéresse. Vous lui dites, écoutez, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres universités et est-ce que vous seriez d'accord de superviser un projet de master dans ce domaine? Et à ce moment-là,
voilà, vous évitez d'avoir des conditions de refus de la section. Oui, alors ça c'est un point important. Effectivement, on a des fois des demandes sur des projets de master qui sont encore récemment très éloignés de la physique. Votre diplôme, c'est physicien, physicienne, ingénieur physicien, physicienne. Il faut que votre projet de master ait quand même un lien fort avec la physique. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, comme l'a dit Daniele, n'hésitez pas, même si vous souhaitez faire un projet à l'étranger, d'aller voir un enseignant, enseignante avec lesquels vous avez des bons rapports, le cours vous a plu, en disant, voilà, j'aimerais bien, est-ce que c'est possible de faire un projet de master à l'étranger? Ça m'est arrivé quand j'enseignais à l'époque en master, un étudiant est venu me voir, il me dit, ah, j'aimerais aux États-Unis bosser là-dessus. J'ai appelé un collègue qui m'a dit, pas de problème, et il a fait son projet, ensuite sa thèse, et il est maintenant, je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais en tout cas, il est installé en Californie, dans une GAFA, un GAFA, et il fait de la R&D. Donc voilà, donc ça mène à tout. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes. Hein. Il faut vraiment, ma recommandation, vous avez la chance d'être dans une université avec des collègues qui ont des réseaux dans le monde entier, poussez les portes, pas trop fort, hein, mais allez-y. Alors, j'en suis, donc TPK en a fait, les 18 aussi. Vous sentez une différence entre recherche fondamentale et carrière académique, mais les professeurs ne sont pas tous des chercheurs. Alors, recherche fondamentale et carrière académique sont effectivement liées. Mais dans la recherche et dans les carrières académiques, il y a deux types de carrières académiques. Il y a des carrières académiques dans des instituts de recherche où vous n'êtes pas enseignant. Par exemple, c'est le cas du CNRS en France, c'est ce que je faisais avant de venir à l'EPFL. Si vous êtes aussi dans des instituts en Allemagne comme le Max Planck, vous n'êtes pas forcément enseignant. Vous faites de la recherche, vous êtes 100% chercheur. Une carrière académique, vous êtes enseignant-chercheur, donc vous enseignez et vous faites de la recherche. Il y a une question, y a-t-il des restrictions concernant les projets de master en entreprise au niveau du lieu ou autre? Je dirais non à ce niveau-là, mais de nouveau, un projet de master en entreprise doit être un projet de physique et doit être supervisé par un professeur ou MER de la section de physique. C'est plutôt là que se fait la sélection des projets de master. Projet de master en entreprise, oui, mais que ce soit un projet de physique, mais naturellement de physique appliquée. Encore une chose, le fait d'avoir fait un stage, par exemple, donc d'avoir déjà eu une partie d'immersion en entreprise, n'empêche pas que aussi le projet de master peut se faire en entreprise. Là, je parle aux ingénieurs, mais parfois, pas très souvent, mais il arrive que l'étudiant soit enchanté par le stage et se voit proposer un projet de master dans la même entreprise. Alors, la section est un peu réticente par rapport à ce curriculum, question de diversification. Si vous avez une formation très appliquée, autant diversifier, faire le stage dans une entreprise et le projet de recherche, le projet de master dans une autre entreprise. Et en tout cas, si c'était le cas, parce que ça arrive, eh bien, les deux sujets doivent être disjoints. Ce qui est très important, c'est que le projet de master ne peut pas être la continuation du stage. Juste pour rappeler, si vous voulez poser votre question à l'oral, vous savez, dans réaction, vous pouvez lever la main et on vous passera la parole. Une question sur les cours déjà validés dans le plan d'études d'un mineur lors du bachelor. Est-ce que les crédits comptent dans la validation du mineur? Valérie. Non, on ne peut pas prendre de l'avance. Donc, tant que vous n'êtes pas au master, même conditionnel, ce n'est pas possible de prendre de l'avance. Donc, ces crédits, ils restent hors plan. Et puis, je vais peut-être juste rajouter pour l'inscription mineure, c'est la fin du premier semestre master, le délai. Alors, Gilles. Oui, moi, en fait, j'ai un peu du mal à me représenter ce que ça peut être un projet dans une entreprise, parce qu'alors un projet en laboratoire, je visualise, mais j'ai du mal
avoir, donc est-ce que c'est possible d'avoir peut-être un exemple ou quelqu'un qui en fait un qui donnerait un exemple? Pas le stage, mais vraiment le projet en entreprise. Juste un exemple ou quelque chose comme ça pour être un peu plus au clair sur ça, si possible. Gaël? Oui, du coup, je peux donner un exemple vu que c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Donc, par exemple, là, je suis en train de travailler dans une startup qui s'appelle Inergio à l'Innovation Park. Eux, ils travaillent là-bas sur les piles à combustible. Et mon projet, c'est d'essayer de trouver un système qui couple les piles à combustible et des panneaux solaires. Donc voilà, c'est toute la recherche pendant tous ces 6 mois de comment implémenter un système hybride avec les deux. Ok, super, merci bien. Alors, nous avons une question sur le choix des TP4. Alors, il y aura des présentations qui seront faites courant mars-avril. Valérie, c'est le cas? Oui, à partir du SPES de printemps, oui. Voilà, donc les présentations seront faites et ensuite le choix, je dirais, le plus tôt possible. Il y a des places limitées dans certains laboratoires. Vous êtes nombreux maintenant en master et donc ça peut des fois être un peu bloquant. Certains laboratoires se retrouvent, il y a des sujets de prédilection, sujets théoriques notamment, et puis pour les laboratoires expérimentaux, des fois on est limité par la capacité d'accueil. Donc essayez de prendre contact assez rapidement avec les laboratoires pour voir un peu ce qu'ils font et engagez-vous rapidement, le plus rapidement possible. Il y a la question de Darwin. Les cours de mineurs dans une autre section sont-ils forcément des cours de master? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est la section haute qui décide. Quand vous faites un mineur, vous vous présentez à l'adjoint de la section, par exemple la section de maths, et puis c'est avec l'adjoint de cette section que vous concoctez le plan d'études. Et typiquement, ça dépend vraiment de votre origine. Typiquement, les étudiants qui viennent faire un mineur en physique et qui viennent de sections comme sciences de la vie, etc., ils prennent beaucoup de cours en fait de bachelor parce qu'ils n'ont pas la formation que vous avez en physique quantique, physique statistique, etc. Donc, je leur conseille typiquement de prendre des cours plutôt de bachelor que de master. Alors, une question sur comment se fait la sélection pour les TP4. Je dirais que ça dépend des laboratoires. Certains groupes font une sélection sur la note, notamment en physique théorique. Après, d'autres laboratoires le font sur la discussion suite à un entretien. Alors, si vous passez, peut-être une remarque, si vous passez voir différents laboratoires, c'est très bien. Juste, si vous changez d'avis, si vous ne donnez pas suite, prévenez le laboratoire. N'hésitez pas à prévenir, hein, plutôt que de découvrir juste au début de l'année que finalement, vous n'avez plus de nouvelles parce que l'étudiant ou étudiante a décidé de faire un autre TP4. Il n'y a aucun problème avec cela, mais juste prévenez par courtoisie les enseignants, enseignantes que vous aurez contactés. OK, il y a une question de Adil. Vous dites très bien, même si on fait un stage au semestre 3, on peut faire le projet soit en labo, soit en entreprise. Si on a, par contre, si on est en filière ingénieur Applied Physics et on veut et on a choisi le troisième semestre ex cathedra, on est obligé de faire le projet de master en entreprise. Oui, correct. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Comment se déroulent les travaux de spécialisation? Quels sont les critères de passage, évaluation, vu qu'il n'y a pas de notes? Alors, ce semestre de spécialisation, il est très souple, versatile. On peut faire à peu près ce que l'on veut, sauf ne rien faire. Mais évidemment, il y a 30 crédits, donc il faut avoir une activité qui corresponde à 30 crédits. Ça peut se faire soit sous la forme de cours. C'est le cas, par exemple, du semestre de spécialisation en haute énergie, hein, avec l'équipe de collègues haute énergie, où là, vous avez des cours intensifs, c'est purement théorique, court, et vous avez une super formation qui vous prépare en fait au projet de master, puis à la thèse. Vous pouvez faire aussi
en discutant avec le responsable concerné, vous avez un projet de master qui peut être par exemple un panachage de quelques cours avec une activité expérimentale. Ou vous pouvez avoir une activité expérimentale à 100% qui vous prépare en fait au projet de master. Par exemple, je prends un exemple, un collègue qui travaille, un Jean-Philippe Brantus, sur les atomes froids. La manip est hyper compliquée, c'est très difficile d'avoir une connaissance du système expérimental en 4 mois. Et donc, si vous décidez d'aller dans ce domaine-là, vous avez le semestre de spécialisation, en gros, qui vous rôde aux techniques des atomes froids, et après, vous lancez vos projets de master dans la foulée. Hein, donc, voilà, en gros, et l'évaluation, comment elle se fait par la personne responsable de ce semestre de spécialisation, sous la forme d'un rapport, d'une discussion, et ensuite, la section fait confiance, encore une fois, dans l'encadrement pour s'assurer que la formation est à la hauteur. Alors, pour les TP4, prendre contact avec les labos rapidement, cela signifie-t-il déjà avant les présentations? Alors, si vous avez déjà une idée très claire de ce que vous voulez faire, c'est tout à fait possible. Encore une fois, il faut savoir que la plupart, enfin, c'est pas la plupart, tout le monde, hein, dans un milieu académique, les gens qui sont là sont des passionnés. Donc, si vous venez et que vous êtes passionné, on va s'identifier et ce sera toujours plus facile. Donc, si vous avez une idée très précise de ce que vous allez faire, je dirais oui, allez-y. Des fois, il faut insister. Il faut savoir que les collègues, on reçoit tous énormément de messages et donc, des fois, on prend du temps à répondre. Il y a un délai. Ce n'est pas la poste, mais c'est juste l'accumulation de mails. Donc, des fois, il faut relancer une fois, 2 fois, 3 fois. Il faut être persévérant comme dans tout système. Voilà, je vois que Fingal est arrivé. Est-ce que Fingal? Bonjour. Bonjour. Alors, brièvement, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ingénierie physique et puis ensuite à aller dans le monde de l'entreprise? Vers la fin de mon bachelor, j'étais un petit peu dégoûté de la physique théorique. J'avais plus trop envie de faire de l'académique, donc j'ai décidé d'aller plutôt vers un master d'ingénierie physique, un peu dans l'optique de faire des cours plus appliqués, ce qui m'attirait plus d'expérimental, et quand même prendre un cours par semestre qui était plus théorique, donc c'est ce que je fais dans mon master. Donc j'avais clairement l'optique d'aller travailler en entreprise plus tard. Voilà, j'ai pris ça, je me dis que les cours appliqués me préparaient mieux pour la suite, ce qui est à moitié vrai au final, mais bon, j'ai bien aimé les cours que j'ai pris au master. C'est grâce un peu à ce master que j'ai découvert la photonique. C'est dans ça que je me suis lancé après pour mon stage, mon projet de master. Un élément principal de pourquoi j'ai choisi le master d'ingénierie, c'est que je voulais aussi faire un stage en entreprise plus un projet master. Il me semble, n'est pas le cas si on fait un master théorique. Donc ça, c'était, je pense, l'autre moitié qui m'a plus poussé vers ce master. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait un stage en entreprise sur une startup de l'EPFL. Et j'ai continué, j'ai fait mon projet master dans la même startup. Et ensuite, j'ai commencé à travailler à plein temps pour cette même startup. Très bien. Alors peut-être juste pour dire, évidemment, le master en ingénierie physique, Applied Physics, vous donne une idée un peu plus précise du monde de l'entreprise, mais ça ne veut pas dire que si vous faites le master physique, vous ne pourrez pas travailler en entreprise. Hein. Donc, que les choses soient claires. En fait, ça ne vous coupe pas les portes. C'est simplement que le master en ingénierie physique vous donne normalement une couleur un peu plus appliquée que le master en physique. Alors, est-ce que je peux juste faire une petite remarque qu'en effet, même moi, dans le domaine où je travaille, si j'avais fait un master en physique théorique, ça aurait même presque été avantageux sur ce que je fais. Parce qu'il y a plein d'entreprises qui sont liées à des sujets de physique et au final sont assez pointus et où ils recherchent des physiciens qui ont quand même eu des cours théoriques assez poussés. Et il y a plein de cours, par exemple, comme ceux que donne le professeur Kippenberg, qui sont intéressants pour plein d'entreprises, je pense. Voilà, il ne faut pas non plus avoir peur en fait de faire théorique. Très bien. Alors, quelles pourraient être nos options dans le monde du travail après le master en ingénierie? Alors, ouais.
Après ce qui a été dit, j'ai rebondi un petit peu sur tout ce qui a été dit parce que finalement, ce qui ressort, c'est que la formation de physicien et d'ingénieur physicien reste une formation plutôt générale, une formation qui donne une excellente base scientifique. Et donc, les options, ça a l'avantage de laisser des options très ouvertes. D'un autre côté, vous n'avez pas une formation pointue sur un type spécifique de capteur ou autre chose. Mais ce qui fait que les physiciens sont demandés dans des très grands domaines. Évidemment, les domaines de la photonique, des capteurs, de tout ce qui est relié aux sciences quantiques en priorité, si on parle d'entreprise. On a parlé de master MTO, en tout cas d'une formation en sciences économiques. Il y a toujours environ 30% des physiciens qui continuent leur carrière dans le domaine de la banque et de la finance. Et ensuite, naturellement aussi, toute entreprise qui cherche des gens qui sont capables de modéliser des systèmes, parce que finalement, notre formation peut se résumer au fait que nous savons modéliser des systèmes, quels qu'ils soient. Alors peut-être aussi pour répondre à la question sur les options dans le monde du travail avec un master en ingénierie, l'idée du 3e semestre, elle est aussi venue du fait qu'on s'est dit, voilà, imaginons après un an en ingénierie physique, on ait envie de se lancer dans un domaine qui soit par exemple la mécanique, mais une mécanique de pointe au niveau pas nanométrique, mais par exemple les MEMS, et avec ce qui se fait au CMI en faculté donc pour ingénieurs. Vous pourriez très bien prendre dans la liste de cours agréés une série de cours de nanofabrication, de processing pour faire des MEMS. Et là, vous arrivez avec une formation solide en procédé de fabrication, de microtechnologie, plus votre background de physicien. Donc typiquement, ce 3e semestre de cours, notamment pour les ingénieurs, c'est de dire, voilà, j'ai une liste de cours agréés et je peux aller piocher ensuite et me spécialiser dans un domaine d'ingénierie parce que je veux ensuite partir, encore une fois, sur le processing, par exemple, du silicium, pour l'horlogerie, pour des capteurs. Voilà. Donc, c'est vraiment ceci. Alors, ça demande évidemment d'avoir déjà une idée de ce que l'on veut faire après. Mais il y a cette possibilité-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'habitude, on avait des questions sur le doctorat. Alors, personne n'a envie de faire un doctorat. Vous pouvez tout de suite... Pourtant, c'est bien de prolonger ses études. C'est rien. Vous avez quoi? Entre 3 et 4 ans d'études, encore 2 ans. Pourquoi pas 4 de plus? Vous verrez, c'était la meilleure période de votre vie, les études. Oui, bonjour, j'avais justement une question sur le doctorat. Est-ce que du coup, les cours qu'on choisit en master, ça influencie notre choix pour les doctorats? Ouais. Alors, quand vous allez passer pour avoir une bourse de doctorat, vous allez passer un entretien. Et cet entretien, évidemment, vous allez présenter votre projet de master et puis on va vous poser des questions sur vos connaissances. Donc, clairement, si vous appliquez pour un domaine, pour une thèse, si vous avez suivi des cours qui sont en lien avec ce domaine, vous allez faire la différence. Donc, encore une fois, c'est vrai que c'est toujours difficile de se projeter. Vous n'êtes pas encore à la magistrale, qu'il faut déjà savoir ce que vous allez faire après. Mais c'est un peu ça l'idée d'anticipation. Oui, mais du coup, justement, est-ce qu'il y aurait une présentation aussi pour les doctorats ou pas? Alors, il n'y a pas de présentation pour les doctorats, mais ce qu'on souhaiterait mettre en place, ça a été un peu décalé avec la période sanitaire, c'était qu'on organise en fait, notamment pour vous, pour les bachelors, avoir des doctorants et des post-docs qui viennent faire 10 minutes de présentation de ce qu'ils font, pizza, bière, et puis on fait par exemple 3 présentations de 10 minutes, questions, ça dure moins d'1 heure, et après on discute. On aimerait mettre ça en place, si c'est possible, au semestre prochain, pour vous, justement vous familiariser, pouvoir discuter, découvrir ce qu'est la recherche et les domaines de la recherche. Ok, merci.
Alors, est-ce qu'il y a d'autres points que l'on n'aurait pas couverts? Peut-être, si je ne vois pas de questions, ce n'est pas pour meubler, mais c'est assez important parce que vous allez vous poser la question l'année prochaine. Vous avez sans doute entendu parler d'un nouveau master en Quantum Science and Engineering. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Donc, le PFL a lancé un centre. L'idée d'un centre, c'est un centre de recherche qui regroupe quelques laboratoires. Alors, ces laboratoires sont à la fois en sciences de base, en physique, sont à la fois en ingénierie et en IC, en informatique. Ce master n'est pas en concurrence avec le master de physique et d'ingénierie physique, en ce sens où la formation, même s'il y a des cours qui sont les mêmes, l'idée de ce master en Quantum Science and Engineering, c'est qu'il est transversal. Donc, il va être ouvert à toutes les facultés. Ça veut dire qu'un bachelor en matériaux, en électricité, en microtechnique, pourra intégrer ce master. Pareil, un bachelor en IC, en communication, en informatique, pourra intégrer ce bachelor. Et donc, vous voyez que si nous avons des bachelors qui ont fait SIE, donc qui ont fait environnement, chimie, informatique, matériaux, s'ils intègrent ce master, forcément, la formation ne sera pas la même. Elle sera transversale, je ne dis pas qu'elle est moins bonne, elle sera pluridisciplinaire. Vous avez la possibilité en physique de choisir une formation très pointue en Quantum Science and Engineering. Donc, à vous de voir si vous souhaitez avoir une formation plus data science, qui est aussi tout ce qui est information quantique, qui existera aussi dans ce master, ou si vous souhaitez avoir une vision plus verticale. Donc, en gros, c'est plus une question de géométrie, soit horizontale pour le master en Quantum Science and Engineering, qui devrait être annoncé et puis en ligne dans les semaines qui viennent, ou alors une formation plus pointue, plus poussée dans ce domaine. Oui, Gilles? Et ce fameux master, c'est plutôt, enfin, c'est un stage en entreprise ou un projet, enfin, comme physique ou physique appliquée plutôt, ou ça n'a rien à voir d'ailleurs. Alors, a priori, ce sera dans un laboratoire, de ce que je sais. Encore une fois, c'est pas moi qui pilote ce master, mais de ce que j'ai pu voir passer, a priori, ce serait en laboratoire. D'accord, donc plus proche du master en physique par rapport à ça. Mais les annonces viendront, j'imagine. Oui, bien D'accord, sûr. merci beaucoup. Mais je pense quand même que ce sera possible de faire. Je dis ça, mais je pense qu'a priori, ce serait bien et souhaitable que ce soit aussi en entreprise. Oui, oui, Surtout, je prends. je pense que STI, en plus, STI a tout intérêt. Donc, à mon avis, il y aura aussi la possibilité de le faire en entreprise. Très bien, alors j'attendrai les annonces officielles pour savoir définitivement. Merci. Merci. Alors, à qui peut-on parler si on a des questions pour le choix des cours? C'est un peu la section, mais disons que souvent je joue ce rôle, hein, si c'est des questions plus, je dirais, générales, Valérie souvent répond à ce genre de questions. Si c'est plus rentrer je dirais dans le contenu du cours, etc., ou une certaine orientation plutôt théorique, astrophysique, ou plutôt pratique, physique du solide, il faut s'adresser à moi. Oui, donc vous avez Danielé, aussi le conseiller d'études qui est là, le directeur de section aussi, vos collègues. Si vous avez des contacts, discutez autour de vous. Le retour d'expérience est toujours important. Peut-être que Gaël veut compléter là-dessus. Oui, justement, vous avez repris le point que je voulais dire, c'est justement pas hésiter, notamment par exemple en cafétéria de physique, il y a pas mal d'étudiants et d'étudiantes de différents volets. Vraiment, n'hésitez pas à demander aux étudiants de master le retour sur leurs cours, sur les choix des cours en fonction de leur spécialisation et leur labo. Et donc, votre conseiller d'études, c'est le professeur Rolf Gruter. De temps en temps, voilà, si vous avez oublié. Alors, une question à propos du doctorat. Si on a pris beaucoup de cours en lien avec le labo que l'on veut rejoindre, quelles sont les chances d'être accepté dans ce labo? Ça dépend de vos résultats et ça dépend aussi s'il y a le financement pour une thèse.
Donc, évidemment, vous augmentez la probabilité d'être recruté dans ce laboratoire-là si vous vous êtes fait remarquer, à la fois pour votre dynamisme, votre efficacité et vos résultats académiques. Et s'il y a un financement, il y a de fortes chances que ça se passe bien. Quel pourcentage des étudiants font un doctorat après un master? Très peu venant de l'EPFL. Je crois que Daniele, c'est 10%. Après, les étudiants qui font un master à l'EPFL? Non, les étudiants qui sont en master et qui poursuivent en doctorat. Oh non, plus. En physique, c'est peut-être plus. Je crois qu'en moyenne, à l'EPFL, c'est 10%. Mais peut-être Oui, mais en physique, c'est plus. Nettement plus. Après, il y en a beaucoup qui partent aussi faire un doctorat dans une université aussi qui n'est pas le PFL, mais qui poursuivent avec un doctorat, je dirais. Je n'ai pas sous la main les statistiques, mais à une époque, c'était 40%. Hein. Peut-être aujourd'hui, c'est un peu moins. Mais... Bon, ce qu'il faut savoir sur le doctorat, c'est que c'est clair si vous en retournez en France, par exemple, le doctorat n'est pas bien vu parce qu'en gros, c'est les universitaires qui font des doctorats, les ingénieurs des grandes écoles intègrent directement une entreprise. En Suisse, c'est un peu différent. Je dirais que l'expérience que j'ai, moi, de mes doctorants et doctorantes, c'est que ce n'est pas vu comme quelque chose de négatif. Au contraire, souvent, ils animent des équipes R&D parce qu'ils ont un doctorat. Après, si vous allez aux États-Unis, moi, ce que je vois aux États-Unis, c'est que quand vous recevez une business card d'un CTO, d'un responsable R&D, il est toujours docteur, il a un PhD. Si vous êtes ingénieur aux États-Unis, généralement, c'est Bac plus 3 et le niveau n'est pas terrible, sauf les grandes universités comme Stanford ou MIT. Donc, si vous voulez avoir une carrière internationale, aussi en Asie, le titre de docteur est important. Oui, Fingal. Oui, juste par rapport à ce que vous dites, dans l'entreprise, il y a à peu près 20 ingénieurs. En ce moment, il y en a 15 pour un doctorat. Donc, pardon, j'ai pas bien compris. Il y a 20 ingénieurs dans l'entreprise et il y en a 15 pour un doctorat. Et c'est activement recherché. Donc voilà. Je pense que c'est quelque chose de très utile pour l'industrie. Et surtout, alors, Fingal, peut-être, c'est quand même aussi particulier parce que c'est une start-up. C'est-à-dire, dans une start-up, la partie R&D domine sur le reste. Donc, effectivement, on a besoin de docteurs, de gens très pointus. C'est peut-être moins le cas pour une R&D d'un gros groupe. Clairement, non, clairement. Voilà, sans dire que le groupe ronronne, mais voilà. Il y a une question peut-être, Valérie, tu peux préciser. Il y a Elliot qui demande, est-ce que faire une année de pause entre bachelor et master, par exemple pour le service civil, est pénalisant? Bon, il y a, ça je répondrai que effectivement interrompre les études, si on interrompt les études, on a toujours un peu de peine à se remettre en marche. Ça, c'est clair. Après, il n'y a pas de pénalisation formelle. Mais Valérie, est-ce qu'on peut faire, selon notre plan d'études, une année de sabbatique? Oui, alors il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous arrêter une année ou même 6 mois, un semestre, vous réinscrire au master en physique ou en ingénierie physique sans passer par une candidature. Donc, vous êtes réimmatriculé en physique ou ingénierie physique sans aucun problème. Par contre, pendant cette année, vous n'êtes plus étudiant. Mais pas plus qu'une année. Non, pas plus qu'une année. Une année, c'est le maximum. Je voulais juste rebondir là-dessus parce qu'en fait, c'est exactement mon cas. Donc, à la fin de mon bachelor, j'avais fait 6 mois de pause pour faire un stage à l'EPFL, mais pas côté recherche, à la vice-présidence pour l'innovation. Et donc, en effet, c'est tout à fait possible de reprendre. Si ce n'est pas un master spécialisé, en février, il faut juste faire attention aux cours, vu que certains cours du semestre de printemps ont certains prérequis. Donc voilà, il faut juste arriver à jongler avec le choix des cours, mais c'est tout à fait faisable. Je peux peut-être quand même rajouter que si vous terminez votre bachelor décalé donc en janvier,
À ce moment-là, vous pouvez prendre sans problème aussi un semestre de pause et à ma connaissance, dans ce cas-là, vous pouvez rester étudiant, mais je dois vérifier. Yann, alors peut-être avant de passer la parole à Yann, il y avait une question sur le doctorat et peut-être demander à Jennifer de répondre comment la recherche pour la place de doctorat se passe-t-elle? Comment ça s'est passé pour vous finalement? Au final, c'est vraiment comme une recherche de job. Vu que je savais que je voulais rester en physique des particules, j'avais demandé à mon directeur de thèse, professeur Olivier Schneider, pardon. Et il m'avait donné quelques sites où il y avait des doctorats enfin des places de doctorat qui étaient mis ouais, c'est comme JobUp ou des sites comme ça, mais un peu spécialisés pour les hautes énergies. Donc, ouais, au final, c'est vraiment on cherche des annonces, puis on postule. Souvent, il y a besoin de lettres de recommandation de précédents jobs ou de professeurs. Et puis après, il y a un entretien. Et puis ouais, au final, c'est comme une recherche de job. Oui, c'est vraiment un engagement avec en plus un examen au bout d'un an. Hein. Oui, exactement, oui. Il y a une mini-thèse, vous devez défendre au bout d'un an, et ce qu'on appelle l'examen de candidature pour être définitivement accepté en thèse. Donc c'est un peu stressant. Hein. Exact, oui, ça arrive bientôt. Alors bonne chance. Pour finir avec le doctorat, après je passerai la parole à Yann. Pouvez-vous expliquer à quoi correspond exactement le financement? Donc, quand vous êtes en thèse, vous êtes en fait, vous avez un statut mixte. Vous êtes à la fois employé de l'EPFL et vous êtes étudiant. Vous êtes étudiant parce que vous suivez des cours dans l'école doctorale. Ça va vous donner des crédits. Il faut avoir 14 crédits sur les 4 ans. Non, 12 crédits, pardon. J'ai un doute. 14 crédits. Hein. J'ai un doute, Daniel. Là, c'est 12 pour le doctorat? Oui. 12 crédits. 12 crédits. Hein, 12 crédits. Et après le financement, vous avez un salaire salaire net déduit d'impôts qui est autour de 3 600 et qui termine en dernière année pas loin de 4 000. Donc vous avez en fait un salaire, vous n'êtes plus étudiant sans rien, vous avez ce statut mixte. Et le financement donc, vient soit de projets externes, soit du Fonds national de la recherche scientifique, soit de la dotation de chaque laboratoire. Yann. Oui, du coup, c'était de nouveau par rapport à une année sabbatique. Est-ce que c'est possible aussi de la faire entre la première et la deuxième année de master? Alors, si vous faites une année de pause, ça va compter dans la durée de vos études. Donc, Okay. un an, c'est peut-être un peu beaucoup. Donc, en fait, non, ce n'est pas possible. Vous devez vous immatriculer, payer vos cotisations, finances de cours et prendre aucun cours. Mais ça compte dans la durée des études. Ok, donc ce n'est pas la même chose qu'entre le bachelor et le master. Non, ce n'est pas la même chose. Non. Très bien. Merci. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question, un commentaire aussi peut-être de nos invités? Je vois, est-ce qu'on peut accéder aux 2 masters avec une moyenne inférieure à 4,5 au bachelor? Oui, bien sûr. Il faut juste réussir le bachelor. La Vous moyenne... avez votre bachelor de physique avec 4,0, vous pouvez commencer le master en physique ou ingénierie physique, pas de problème. Oui, le bachelor EPFL donne directement accès au master, sauf les masters spécialisés. Hein. Voilà, donc les 4,5, c'est pour les masters spécialisés, data science, etc. Là, il faut une moyenne supérieure. Est-ce que vous auriez une dernière question? Ou peut-être aussi, donc, comme je le disais, nos invités, quelque chose qu'on aurait oublié, hyper important, qu'on n'aurait pas traité. Juste peut-être une petite remarque, parce que je voulais intervenir tout à l'heure, mais je n'ai pas eu le temps de lever la main. Moi, j'avais fait un semestre de pause, comme Gaël d'ailleurs, parce que j'avais fini le bachelor en janvier. Et alors,
du côté technique, j'avais payé 50 francs juste de frais administratifs et j'avais gardé, je crois, enfin, peut-être pas les accès, mais typiquement la bibliothèque, pas mal de la Camille Pro, etc. Je n'étais pas exmatriculé en tout cas. Et c'était très facile de revenir en physique après. Juste peut-être si vous le faites, ça peut être une très bonne idée, ça peut être sympa de faire autre chose pendant 6 mois. Juste peut-être penser au TP4 quelques mois avant quand même la rentrée, sinon c'est un peu le rush. Et les places partent vite. Donc voilà. Juste cette chose à avoir en tête, je pense. Oui, je viens de vérifier. Donc, si vous terminez votre bachelor en janvier, vous pouvez rester immatriculé le semestre de printemps sans que ça compte dans la durée d'études et en restant étudiant, en fait. Donc, prendre une pause d'un semestre, seulement le semestre de printemps, c'est possible. Du coup, j'avais peut-être aussi une dernière remarque. C'est plutôt pour les étudiants là, qui hésitent à faire ensuite une carrière dans plutôt l'académique, enfin doctorat, postdoc. Pour ça, je conseillerais vraiment de discuter aussi avec vos assistants de TP, vu que vous avez les TP en présentiel, il me semble encore, parce que souvent, ils ne viennent pas forcément de Suisse, donc ils ont eu une carrière un peu internationale. Donc, ça vaut la peine aussi de leur demander un peu leur choix dans leur parcours, leur choix dans les doctorats, postdoc, etc. Merci. Entre-temps, je vois une question sur la moyenne, si on a été en échange durant la 3e année. Là, on prend la moyenne comme si vous étiez resté à l'EPFL. La moyenne se fait sans 3e année, tout simplement. Si on a été en échange, cette année voilà, sert comme pour l'octroi du bachelor, mais la moyenne se fait sur l'année précédente. Ouais, donc, moitié la première année, moitié la deuxième. Voilà, pour la précision. Ouais. Alors, est-ce que je peux demander maintenant à Jennifer une dernière recommandation ou motiver pour une thèse? Quel message vous enverriez? Alors, motivation pour une thèse, je ne sais pas. Ouais, C'est vrai qu'est-ce qu'il faut avoir? Quels sont les skills? Qu'est-ce qui peut faire la différence pour une thèse? Pour vous, finalement, qu'est-ce qui… Finalement, il faut quand même une motivation. Il faut quand même être motivé à continuer les études pendant 4 ans. Donc, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Le titre de docteur. Non, non, je ne sais pas. Non, mais ça peut être, c'est une excellente raison. Comme je l'ai dit, c'est très important pour une carrière académique, une carrière internationale, académique bien sûr, mais surtout internationale, ça peut être important, comme l'a mentionné aussi Fingal. Ouais, de nos jours, je pense qu'on recherche de plus en plus de docteurs. Bon, ça dépend de nouveau des domaines dans lesquels on veut se lancer, mais si je veux vraiment aller dans la recherche, c'est presque obligatoire d'avoir un titre de docteur pour pouvoir y accéder. Oui, je vois qu'il y a une question. Est-ce qu'il faut absolument un doctorat pour faire de la recherche fondamentale? Je dirais en principe non, ça c'est pas le problème. Vous pouvez trouver, ce sera plus difficile, mais vous pouvez faire de la recherche fondamentale dans un laboratoire sans doctorat quelque part, avec un master, parce que c'est un titre académique. Le problème viendra rapidement avec la progression et les responsabilités. C'est-à-dire que vous risquez d'être limité dans votre carrière si vous n'avez pas un doctorat, à la fois en termes de responsabilité et de type de travail aussi. Hein. Vous serez sans doute plus sur la routine. Alors, y a-t-il beaucoup de travail dans la recherche fondamentale où les places sont rares? Si on parle de recherche fondamentale, il n'y a quand même pas beaucoup de places, il n'y a pas beaucoup d'instituts de recherche, dans les universités, il n'y a pas non plus beaucoup de postes. Donc, je ne dis pas que c'est plus difficile, je dis que c'est simplement la probabilité est plus faible de trouver un job en recherche fondamentale, mais si c'est votre passion, allez-y, je suis convaincu que ça fonctionnera. Il ne faut pas se dire « Ah, c'est parce que c'est difficile, il n'y a pas beaucoup de trucs, ah non, finalement, j'y vais pas. » Allez-y. Si ça ne marche pas, de toute façon, vous aurez appris quelque chose. Bien, bah sur ce, je vous… Bon, merci. Je ne vois pas d'autres questions. Ça a été enregistré, donc pour ceux qui ne pouvaient pas être là, ils pourront réécouter. Encore une fois, un grand merci aussi à nos invités d'avoir pris le temps. Vous avez les noms, hein? Donc Charles,
Gaël, Jennifer et Fingal, vite prenez les noms, ils sont tous à l'écran. Et vous Si pouvez jamais- les bombarder de mails et eux ils répondent super rapidement, m'a-t-on dit. Hein. Si jamais, d'ailleurs, pour ceux qui viennent en série de Physique Stats, je suis assistant. Du coup, si vous voulez poser des questions pour les donner en semaine, n'hésitez pas pendant la série à venir. Sur le master, je veux dire, pas sur la Physique Stats. Et pareil, hein, la section, N'hésitez je pas. remercie Yvette, Valérie et Danielé qui sont, comme vous le savez, toujours hyper disponibles. Donc, n'hésitez pas aussi à contacter la section. Merci et une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.